de répondre à ces questions que je trouve très importantes. Et le titre, comme vous voyez, c'est « Comment m'assurer que mon sujet de recherche a une évolution scientifique ». Alors, on va essayer de donner un bref résumé sur les stratégies de recherche pour être plus efficace, bien encadré et plus objectif. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Chokri Hicham, je suis docteur en matériaux pour l'optique et l'optoélectronique, Université de Sétif, Algérie, auteur de plusieurs publications internationales dans des journaux indexés. J'ai un livre scientifique, un brevet d'invention, une start-up, et je suis l'ambassadeur du groupe LCV en Algérie. Avec bien sûr Nadine Iskander, la conseillère de recherche d'LCV en Afrique. En fait, pour réussir la préparation et la rédaction d'une thèse de doctorat ou bien un PFE, un projet de fin d'études, bien un mémoire de fin d'études, ou bien un article scientifique, on doit maîtriser les processus et les stratégies de recherche afin de trouver soit des documents pertinents, des nouveaux axes dans notre domaine, ou bien les sujets qui sont tendances. Et cette stratégie de synthèse bibliographique est vraiment importante, soit pour familiariser des sujets scientifiques qui sont actifs, ou bien même pour faire une analyse à la base d'un sujet qu'on a déjà choisi ou bien qu'on a déjà lancé. Voilà. Et pour garantir qu'on est toujours dans le bon chemin, le choix d'un sujet commence toujours par une chose très intéressante, très importante et obligatoire, qui est le choix de mots-clés. Le mot-clé qui est l'arme et l'élément fondamental d'une recherche scientifique. Alors, il doit être pertinent et représentatif, puisque c'est l'étape stratégique ou bien la plus stratégique des référencements. Et pourquoi j'insiste sur ça? Pour la première des choses, ne pas perdre de temps et pour garantir l'efficacité des processus de recherche. Maintenant, avoir ou bien trouver un bon sujet de recherche n'est pas si évident qu'on pourrait le croire, puisque en fait, cela demande beaucoup de réflexion, car le choix d'un sujet de recherche engage un étudiant ou bien un chercheur pour des semaines et 10 mois, voire même des années de recherche, comme c'est le cas dans le cadre d'une thèse de doctorat. Alors, pour éviter les scénarios dramatiques, il est très indispensable d'accorder une attention particulière au choix de sujet pour pouvoir démarrer une recherche dans de bonnes conditions. Ben, c'est applicable pour les étudiants qui ont le libre choix de sujet PFE en rapport à leur discipline, et aussi pour les enseignants aussi qui vont les proposer, c'est-à-dire qu'ils vont proposer les sujets aux étudiants. Et en Algérie, comme vous savez, plus de 90% des sujets PFE et même les sujets de thèse sont proposés par les enseignants et validés par les comités scientifiques de leur institution. Alors, je reviens aux étudiants. Même si dans le cas où les enseignants qui proposent les sujets, vous avez quand même la chance de choisir un sujet. Mais la question qui se pose toujours, à quelle base je vais choisir? Est-ce qu'à base de titres proposés? Est-ce qu'à la base de la qualité de l'enseignant? Alors, essayez de concentrer avec nous pour voir les critères de choix d'un sujet et comment m'assurer que ce sujet-là a une évolution scientifique. C'est beaucoup plus pour les doctorants, pour les projets PFE, pour les personnes qui veulent travailler avec un sujet de bonne qualité et à la tendance des sujets mondiaux. Maintenant, qu'est-ce qu'un bon sujet de recherche? En fait, un bon sujet de recherche devra être en lien direct avec votre discipline. Ça, c'est la première condition. Aussi, un bon sujet de recherche doit être intéressant, voire passionnant. C'est normal que le sujet doit vous intéresser, sinon vous n'aurez ni l'envie ni la motivation pour mener à bien votre recherche jusqu'au bout.
Un troisième point, un bon sujet est original. Ouais, voilà, original. Mais l'originalité ici, ça ne veut dire pas un sujet qui n'a jamais été traité, puisque ça dépend aussi de la manière dont il sera traité, de l'angle, de la vision de chercheur, la façon d'interprétation, la façon de discussion. Euh, je parle de discussion des résultats, soit les résultats de théorie, pratique, simulation, modélisation, tout type de résultats. C'est-à-dire, une nouvelle façon d'interprétation, c'est une originalité. Alors, il faut bien comprendre qu'une petite valeur ajoutée est une originalité. Ça, c'est très important. Et c'est la même chose, comme des idées dites innovantes. Hein. Et la définition, si on parle d'une idée innovante, ou bien un sujet original, un sujet innovant. C'est-à-dire, l'innovation, ce n'est pas seulement sur le plan technique, mais il y a beaucoup de volets d'innovation dans le sujet. Bon, mais comment m'assurer maintenant que mon sujet de recherche est original et a une évolution scientifique? En fait, afin de savoir qu'un sujet est original et intéressant sur le plan recherche, on doit vérifier plusieurs volets complémentaires et répondre à plusieurs questions. Alors, pour ce webinaire, j'ai choisi juste 4 questions. La première, est-ce que la production des documents scientifiques en relation avec l'axe ou bien le sujet ciblé est en évolution? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est à jour? Et il y a un dynamisme de production par les chercheurs et par les organismes. Est-ce qu'aussi la citation est en évolution? Ça, c'est une question très importante aussi. Et ça va nous informer que le sujet traité appartient à un axe de recherche dynamique et qu'il y a des gens dans les universités et des laboratoires de recherche travaillent cette période sur le sujet que je vais choisir. Et peut-être aussi des organismes qui travaillent dans ce contexte-là. Et ça nous oblige de poser la troisième question, qui est importante aussi, liée à quels sont les noms d'auteurs, les chercheurs, les laboratoires les plus actifs par rapport à ce sujet. La réponse va nous aider pour familiariser des sujets, pour chercher peut-être des collaborateurs, des co-directeurs, des documents organismes qui financent dans ce domaine. Et ça pour voir s'il y a une possibilité d'avoir un financement afin de bien avancer sur le sujet que je vais choisir sans rencontrer des obstacles financiers qui bloquent le déroulement des processus de recherche. Alors, pour répondre à ces questions, on a besoin d'une grande base de données, une grande base de données qui est fiable, de grande qualité et à jour avec les actualités scientifiques. Et la base de données et d'analyse d'indexation Scopus répond à toutes vos questions. OK. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Alors, au cours de cet atelier, on va essayer ensemble de découvrir les différentes fonctionnalités de la base de données d'analyse Scopus qui vont nous aider afin d'assurer que votre sujet de recherche a une évolution scientifique. Maintenant, pour l'accès, surtout en Algérie, je vais rapidement expliquer comment accéder à Scopus. Alors, la condition d'accès est d'avoir un compte institutionnel de votre établissement universitaire. Ces accès sont financés par les différents consortiums des Grands Maghreb comme l'IMIST du Maroc, le CNUDES de la Tunisie et le CIRIST pour les Algériens. Alors, pour les Algériens, les étudiants PFE en dernière année, les doctorants, les enseignants-chercheurs, vous pouvez tous contacter la bibliothèque de votre université pour avoir un compte. Sinon, vous pouvez même contacter l'administration de la SNDL via la boîte email sndl-ciris.dz. Et SNDL est aussi disponible sur le site
site web www.sndl.crs.dz. Alors, on met le mot de passe et l'identifiant pour que cette interface apparaîtra. Et puis, vous pouvez cliquer sur Sciences et techniques. Et parmi les bases et les plateformes affichées, vous allez trouver facilement l'icône de Scopus. En fait, comme elle a dit Nadine, prochainement, on peut même exposer la deuxième méthode d'accès à Scopus et à Sciences Direct en utilisant seulement l'email professionnel, hein, c'est-à-dire sans passer obligatoirement par la SNDL. Et ça pour faciliter plus l'accès, surtout aux chercheurs qui utilisent beaucoup les plateformes, qui utilisent beaucoup la plateforme Sciences Direct et qui utilisent beaucoup la base de données Scopus, c'est à travers l'option Remote Access. Alors, vous pouvez directement, à travers de Sciences Direct ou bien Sciences et Techniques, cliquer sur l'icône Scopus pour ouvrir la base de données. Bon, Scopus est une base pluridisciplinaire de résumés et de citations signalant la documentation scientifique. Et on parle ici des millions de documents publiés par plus de 5000 éditeurs. Toutes sortes de documents, notamment les articles, les conference papers, articles review et même les patents, c'est-à-dire les brevets d'invention. Et alors, sur l'interface Scopus, différentes interrogations sont possibles. Alors, sur document, par exemple, on lance la recherche d'un sujet ou d'un document à partir d'un titre ou bien des mots-clés. On peut faire aussi la recherche par nom d'auteur, la recherche par institution académique, ou bien ce qu'on appelle affiliation. Une recherche aussi, c'est la recherche avancée, nous permet de faire une recherche plus affinée en construisant une équation de recherche, utilisant des syntaxes spéciales. Les syntaxes qu'on a déjà exposées au cours de l'atelier de 6 mars 2021 passé. Maintenant, prenons l'exemple d'une recherche sur the light scattering, c'est-à-dire la diffusion de la lumière, qui est un phénomène physique connu et modélisé. Mais à titre d'exemple, je cherche plus précisément à l'application de ce phénomène pour l'étude des cancers humains, par exemple, ou bien les cellules biologiques saines et les cellules biologiques tumorales. Alors, j'imagine le titre global comme ça. Study of cancerous tissues by light scattering. Alors, je dois tout d'abord séparer mes mots-clés des mots vides dans la phrase. Comme ça, j'ai juste deux mots-clés, comme vous voyez, light scattering, qui est la diffusion de la lumière, et cancerous tissues, qui est les tissus biologiques cancéreux. Mais le reste, comme of, by, sont tous des mots vides que je dois les éliminer. Maintenant, après l'identification des mots-clés, pour bien contrôler l'équation de recherche, je vous conseille de ne pas faire la recherche sur la fenêtre Basic Search, mais sur beaucoup plus Advanced Document Search. Ça, c'est pour voir comment affiner la recherche de manière plus facile. Hein. OK? C'est à droite. Alors, en fait, on peut écrire directement l'équation sur l'interface principale. Mais comme j'ai dit, sur la recherche avancée, ce sera plus affiné, ce sera plus simple. Puisque Scopus affiche une fenêtre d'aide à droite avec des opérateurs qu'on peut les utiliser, surtout pour les débutants. Alors, on peut utiliser les opérateurs booléens, on peut utiliser les opérateurs de proximité, les guillemets. Il y a plusieurs filtres qui sont proposés par Scopus pour bien affiner votre recherche. Alors, vous pouvez voir l'enregistrement de la vidéo de 6 mars. Puis, on peut associer les deux mots-clés, par exemple, comme ici, comme l'exemple light scattering and cancerous tissues. Et ça, on a utilisé l'opérateur booléen and. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup d'opérateurs importants que je peux les utiliser. Il y a le and, il y a le or, il y a le and not, il y a le within, il y a le proximité. Et vous pouvez même consulter, comme j'ai dit, l'enregistrement de la formation
soit de la formation, de ma formation de 6 mars, ou bien qu'elle a organisé Nadine, ça fait 2 mois. Sur le groupe Facebook LCBR Community, sur la page LCBR Africa. Vous pouvez voir les enregistrements des vidéos précédentes. Donc, voici l'interface des résultats de la recherche de Scopus. Alors, en cliquant sur n'importe quel document proposé, on peut consulter son résumé instantanément, même sans le télécharger. Aussi, le titre complet, comme vous voyez, ici le titre de document, le titre complet. Aussi, les auteurs de documents, la date de publication, la source du document, et là, je parle du journal, et le nombre de fois que le document a été cité. Ce sont des choses standards, des choses importantes pour familiariser de l'interface Scopus. Revenons aux résultats proposés. Scopus alors, nous a donné pour notre recherche plus de 2000 résultats, plus de 2000 documents, puisque je ne suis pas connecté par l'email professionnel pour le moment. Alors, si vous connectez par votre email professionnel, par Ascendiel par exemple, vous pouvez voir et vous pouvez trouver des milliers de résultats. Alors, pour cet exemple, ce sont 2758 documents qui correspondent à notre équation de recherche. Et ça, si on utilise le booléen AND. Voyons à présent comment analyser ces résultats. Alors, je clique sur Analyze Search Results. Ça, c'est très important. Alors, toujours essayer d'utiliser ce bouton-là, Analyze Search Results, pour analyser les résultats de vos recherches. Et cet outil d'analyse sert à analyser, comme j'ai dit, vos résultats de recherche. Premièrement, par année, et ça afin de connaître l'évolution des publications scientifiques dans le sujet recherché. Est-ce que le nombre de publications augmente par rapport aux mots-clés utilisés au cours de ces dernières années? Et j'insiste encore une fois sur le mot-clé. C'est très important de bien choisir les bons mots-clés pour notre recherche. Ou bien, par exemple, il n'y a pas de production importante, je peux savoir plusieurs informations à partir de cette courbe-là. En fait, c'est une information très importante et vous voyez la courbe suivante qui nous donne le nombre de publications. Elle nous donne le nombre de publications, voilà, en fonction de l'année. Et comme vous voyez, Scopus a détecté que le nombre des publications concernant l'application de la lumière pour étudier les tissus biologiques cancéreux est en évolution depuis l'année 85. Hein? Oui, 85. Depuis 85 jusqu'à 2022. C'est le top en 2020. Et pour le point en 2021, elle représente l'année actuelle, c'est-à-dire on ne peut pas faire les calculs maintenant avant la fin de l'année. Alors, le nombre exact de publications de cette année, logiquement, apparaîtra bientôt. Toujours sur la même courbe, ce résultat est très motivant. C'est un sujet à jour, en évolution, documentation et références récentes. Et elle existe, comme vous voyez. Alors, c'est un point très positif. Et on peut analyser, c'est-à-dire on peut entamer ce chantier-là. Aussi, on peut analyser par rapport aux auteurs, puisque Scopus nous affiche sur cette interface les top 10 des auteurs dans le monde qui publient le plus dans ce sujet. Et on peut cliquer sur la fenêtre pour afficher tous les auteurs dans le monde. Et vous trouverez pour chaque auteur un profil personnel que vous pouvez le consulter pour voir, par exemple, l'impact de sa production, l'indice H de cet auteur, les coordonnées de cet auteur, et ça pour le contacter, pour une collaboration, bien pour une demande d'information.
Une autre chose importante, c'est que Scopus vous donne les journaux qui publient plus dans ce sujet en fonction du temps. Et cela, si on cherche à publier nos résultats, et en fait, toujours c'est l'objectif de la recherche, c'est la publication des résultats. Et elle nous donne les journaux qui publient dans ce topic. C'est-à-dire c'est un bon outil pour trouver les bons journaux afin de publier nos résultats scientifiques. Et on peut utiliser aussi la plateforme Journal Finder, Elsevier Journal Finder pour trouver des journaux. Il y a 2 outils ou bien 3 outils qui sont proposés par Elsevier. Et à travers de cette analyse, on peut aussi avoir une information importante sur les organismes de financement. C'est les organismes qui financent et qui donnent des financements dans ce domaine, bien sûr. En fait, c'est un contact direct pour les gens qui cherchent des sponsors et pour les gens qui cherchent des organismes d'accompagnement, soit des organismes dans le pays, c'est-à-dire en Algérie, ou bien des organismes dans le monde. Et en fait, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut les essayer tous pour avoir un financement ou bien un sponsoring pour nos projets de recherche. Alors, c'est un bref résumé. C'est un bref résumé pour avoir les outils Scopus qui sont offerts afin de trouver ou bien afin de m'assurer que notre sujet de recherche a une évolution, une bonne évolution scientifique. OK? Nadine, à vous la parole. Merci Hicham. Juste, il y a des questions sur comment faire une synthèse bibliographique d'un thème qui est rarement traité. Donc, Monsieur Larsen, c'est comme démontré, vous utilisez les mots-clés les plus pertinents pour votre sujet, même si c'est un sujet rare ou rarement traité. Puis, sur la page des résultats, vous allez avoir beaucoup de résultats quand même que vous devrez ensuite affiner en utilisant les filtres à gauche de la page. Et puis, quand vous êtes satisfait avec le nombre de documents qui s'affichent comme résultat, vous pouvez sur le carré à côté de All, vous pouvez cocher ce carré pour exporter tous ces documents et les ajouter directement à Mendeley pour les ajouter sur votre bibliothèque pour la synthèse bibliographique de votre recherche. Donc, c'est simplement comme ça. Il y a aussi une autre question, comment s'assurer qu'un sujet est saturé en termes de recherche? De la même manière, vous mettez les mots-clés les plus pertinents et plus vous mettez des mots, plus vous aurez des résultats plus affinés et plus spécifiques à votre sujet de recherche. Donc, après, vous cliquez sur Search et vous allez sur la page des résultats et vous cliquez sur Analyze Search Results pour analyser les résultats de votre recherche selon les mots-clés que vous avez utilisés. Et puis, sur cette page d'analyse, automatiquement, vous allez voir un graphe qui démontre, qui indique l'évolution de publication, de la production scientifique sur ce sujet de recherche à travers les années. Donc, vous pouvez voir sur ce graphe si s'il y a une évolution ou bien ce sujet devient obsolète, ça n'a pas une évolution positive à travers les années. Et avec une évolution positive, vous pouvez aussi analyser l'évolution dans les 3, 4, 5 années précédentes pour voir si vous allez trouver tant de publications, tant d'articles pour l'utiliser comme référence pour votre sujet de recherche. Donc,
si vous voulez voir si c'est saturé ou non, c'est toujours avec l'évolution parce que aussi avec les publications dans les revues les plus réputées. Donc, si les revues les plus réputées dans ce domaine continuent à publier des nouvelles publications euh, par rapport à ce sujet de recherche, c'est que le terme, voilà, le domaine de recherche n'est pas encore trop saturé. Il continue à attirer l'attention et l'intérêt des revues pour publier plus de publications dans ce sens. Euh, À mon avis, pour s'assurer que le sujet choisi est original, il faudrait peut-être rien trouver ou peu en tapant les mots-clés. Euh, En fait, Madame Fatma, c'est le contraire. Dr Hicham vient de dire, l'originalité du sujet n'a rien à faire avec la nouveauté ou voilà, invention abrupte, mais l'originalité, c'est de traiter un sujet qui déjà existe dans le monde scientifique, dans la recherche scientifique, mais de le traiter d'une manière différente, dans un contexte différent. Je n'ai pas un email institutionnel que je faire. Madame Fatima, vous devez premièrement m'indiquer votre pays. Est-ce que c'est la Tunisie, c'est le Maroc ou c'est l'Algérie? Puis, vous m'indiquez votre université et je vais vous aider si c'est possible parce qu'il y a des universités qui ne fournissent pas des emails institutionnels pour les étudiants, mais seulement pour les enseignants et voilà, les personnels de l'université. Alors, si vous voulez que je vous aide, donnez-moi plus de détails. Merci. Vous pouvez utiliser, Monsieur Tamer, mais vous pouvez utiliser les mots-clés les plus pertinents pour votre sujet de recherche, que ça soit, voilà, comme vous avez mentionné, islamophobia ou bien des autres mots-clés. Et vous allez trouver dans la page suivante, la page des résultats, les publications qui ont ce mot-clé dans leur résumé, dans leur, voilà, le corps de la recherche elle-même. Madame Salwa, vous pouvez aussi accéder à Sciences Directes et Scopus à travers votre email institutionnel. Si vous avez un email de votre université, c'est-à-dire un email fourni par votre université, un email institutionnel, vous pouvez l'activer comme je viens de démontrer sur la page d'accueil de Sciences Directes et vous pouvez l'utiliser pour accéder directement sur Scopus Sciences Directes Mendeley Researcher Academy sans avoir besoin d'accéder à travers d'autres pages. J'essaye de répondre seulement les questions qui sont liées à cette formation. Je vais voilà, fermer l'enregistrement et je continue avec vous. Recording stopped. Les mots-clés sont importants dans la partie bibliographie. Oui, c'est important parce que puisque les mots-clés, c'est voilà, les clés qui apportent les résultats sur la page suivante où vous allez utiliser les documents comme synthèse de votre bibliographie ou bien pour évaluer et analyser les résultats. Donc, les mots-clés, c'est
primordial pour commencer votre analyse et votre recherche sur Scopus. Donc, les mots-clés, c'est très, très important. Je réponds seulement aux questions qui sont liées au thème de cette formation. Donc, désolé pour les autres questions. Scopus, c'est une base de données et vous ne pouvez pas publier sur Scopus. Ce n'est pas possible parce que Scopus, ce n'est pas une plateforme pour publier. C'est une base de données qui indexe les revues et leurs articles publiés pour que vous puissiez voilà, faire une recherche et analyser les résultats de votre recherche pour identifier les opportunités de collaboration, les opportunités de publication dans certaines revues, pour trouver des opportunités de financement des bailleurs de fonds intéressés par votre sujet de recherche. Donc, Scopus, c'est une base de données, c'est pas une plateforme pour publier. Contrairement, Sciences Directes, c'est une plateforme qui héberge les revues d'Elsevier et leurs articles publiés dans ces revues en texte intégral, en texte complet. Donc, à travers Sciences Directes, vous pouvez lire, avoir une lecture des textes complets des publications des revues d'Elsevier. Tandis que Scopus, c'est une base de données, ce n'est pas une plateforme. Donc, c'est une base de données, c'est-à-dire c'est une base où il y a beaucoup de données, beaucoup d'informations sur les revues indexées sur Scopus, telles que leurs publications, les métriques de la revue, les métriques des auteurs, les métriques des articles. Donc, c'est une base de données. Je vais vous montrer une autre fois comment activer le Remote Access, c'est-à-dire l'accès à distance, à travers la page d'accueil de Sciences Directes. S'il vous plaît, veuillez noter avec moi les étapes pour ne pas les perdre. Donc, voilà, sur la page d'accueil de Sciences Directes, à la fin de la page, il y a le Remote Access, c'est-à-dire accès à distance. Vous appuyez sur Remote Access, vous allez aller sur une autre page où vous êtes demandé de mettre le nom de votre institution. Et puis, vous mettez le nom de votre institution. Peut-être vous mettrez, par exemple, Rabat pour l'université de Mohammed V de Rabat. Donc voilà, quand j'écris Rabat, j'obtiens toutes les universités ou toutes les institutions avec le mot Rabat. Donc moi, je vais choisir l'université Mohammed V de Rabat parce que ça, c'est l'université que je veux trouver. Et puis, je mets l'email institutionnel si je suis un étudiant, une étudiante ou un enseignant ou n'importe quelle personne avec un email institutionnel de l'université Mohammed V de Rabat. Je mets l'email institutionnel ici et je continue sur une autre page. Il va me demander de confirmer l'email reçu sur la boîte de l'email institutionnel que j'ai mis ici pour que je reçoive un accès à distance, donc pour activer l'accès à distance. Donc, c'est très simple. À la fin de la page de sciencesdirectes.com,
sciencesdirectes.com. Et puis, à la fin de la page, Remote Access. Et puis, sur la page suivante, je mets le nom de l'université. Le nom de l'université, ici. Et puis, je mets l'email institutionnel. C'est très simple. Et donc, après avoir activé mon email institutionnel sur Sciences Directes, c'est automatiquement activé sur Scopus, Mendeley, Researcher Academy et tout. Donc, vous pouvez utiliser le même email institutionnel sur tous les outils d'Elsevier. OK? Il y a des questions que je ne comprends pas très bien, donc désolée. Université, je suis algérienne, université de Fatima Mouhtari. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un email, s'il vous plaît, pour vérifier l'activation des domaines de votre université? Merci. Comment créer un compte sur Scopus? C'est très simple. Vous allez sur Scopus, la page d'accueil. Vous trouverez en haut de la page ici Create Account. Vous appuyez au-dessus et vous créez un compte. Et je vous recommande de créer ce compte avec votre email institutionnel pour avoir un accès à distance après l'activation de votre email institutionnel. Comment choisir un bon thème de recherche et d'actualité? Monsieur Ashraf, c'est de la même manière qu'on a démontré pour aussi assurer que le sujet a une originalité ou il y a une évolution aussi scientifique. Vous mettiez ici les mots-clés du premier sujet que vous avez en tête et vous appuyez sur Search. Vous allez voir si ce sujet continue à attirer l'attention, l'intérêt de la communauté scientifique, des revues pour publier votre sujet, des bailleurs de fonds pour financer votre recherche. Donc, à travers les mots-clés ici, vous pouvez, sur la page suivante, analyser les résultats de votre recherche sur ces mots-clés pour voir est-ce que votre sujet de recherche potentiel va être un sujet original, un sujet qui n'est pas obsolète, un sujet qui va attirer l'attention et l'intérêt des revues si vous considérez de publier votre recherche, et aussi s'il va attirer l'intérêt et l'attention des bailleurs de fonds si vous considérez d'avoir un financement par des sponsors. Comment choisir les mots-clés les plus pertinents? Ça, c'est une question très, très importante et il n'y a pas une seule réponse à cette question, mais je vous assure que le choix des mots, ça doit être fait très, comment dire, vous devez être prudent quand vous choisissez ces mots parce que ça doit être des mots spécifiques et des mots qui sont liés au cœur de votre sujet de recherche. Si, par exemple, vous cherchez sur un sujet, sur, par exemple, climate change. Alors, climate change, il y a beaucoup de mots-clés qui sont les plus pertinents par rapport au climate change, comme, par exemple, greenhouse, par exemple, les changements écologiques, donc les changements du climat. Donc, il y a voilà les mots-clés que vous allez
utiliser dans le cœur, au cœur de votre sujet, au cœur de votre recherche, et qui sont primordiales à votre recherche. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rédiger votre article sans utiliser ces mots, sans utiliser ces titres. Donc, c'est ça, ça vient comme ça, les mots-clés. Pour les étudiants, les doctorants marocains et marocaines et algériens et algériennes, vous devez avoir un email institutionnel. Toutes les universités publiques marocaines et algériennes fournissent des emails institutionnels dont vous pouvez utiliser pour avoir un accès à distance sur Sciences Directes et Scopus. Donc, si vous n'avez pas un email institutionnel, s'il vous plaît, consultez votre bibliothécaire ou bien l'administrateur de votre université pour voir comment obtenir votre email institutionnel. Pour les doctorants, les étudiants tunisiens et tunisiennes, désolée, je sais que la plupart des universités publiques tunisiennes ne fournissent pas des emails institutionnels aux étudiants. Donc, en ce cas-là, consultez s'il vous plaît le consortium CNUDEST pour voir les autres manières d'accès à distance à travers le VPN fourni par CNUDEST. Et vous pouvez bien sûr à tout moment accéder à travers l'adresse IP, c'est-à-dire les réseaux de Wi-Fi de votre bibliothèque à l'université. Si vous avez déjà un compte sur SNDL en Algérie, donc vous pouvez l'utiliser pour accéder à Sciences Directes et Scopus, bien sûr, mais si vous avez aussi un email institutionnel de l'université, vous pouvez accéder plus facilement directement sur Sciences Directes et Scopus sans avoir besoin d'accéder à travers SNDL. Mais si vous, monsieur Madi, si vous n'arrivez pas à vous souvenir vous rappeler du mot de passe, donc vous pouvez le récupérer à travers l'administrateur de votre université. Vous pouvez les consulter pour récupérer votre email institutionnel. Sinon, vous pouvez toujours accéder à travers le SNDL, bien sûr. Je viens de répondre à cette question. Cette question n'est pas pertinente. J'ai répondu à cette question. Et est-ce que je peux créer un compte avec mail du CNRST? Oui, bien sûr, Madame Nora, vous pouvez le créer. Est-ce que vous faites partie du CNRST? C'est pourquoi vous avez un email CNRST ou bien parce que je pense que vous faites partie de l'institution, du CNRST lui-même. Hein? Moi aussi, je n'ai pas un email institutionnel. Comme je vous ai dit, s'il vous plaît, consultez vos universités, les bibliothécaires, les administrateurs de votre université pour recevoir votre email institutionnel. Sinon, vous pouvez connecter à travers les adresses IP de votre université, à travers le Wi-Fi de votre bibliothèque. Aussi, au Maroc et en Algérie, le consortium CERIST en Algérie et le consortium CNRST IMIST au Maroc fournissent des accès à distance à travers des comptes sur SNDL et des comptes sur IMIST. Donc, consultez aussi l'IMIST ou bien SNDL pour avoir votre compte. En Tunisie, s'il vous plaît, consultez le CNUDEST, le consortium CNUDEST pour avoir accès à travers le VPN pour accès à distance.
Suivez-nous sur nos pages et nos groupes sur Facebook pour avoir plus d'informations sur les prochaines formations. S'il vous plaît. Une recherche booléenne. C'est très facile. Donc, les opérateurs booléens, c'est and not, ou, c'est-à-dire et. Je m'excuse. Les opérateurs booléens, c'est and, ou bien and not, ou bien or. OK? C'est-à-dire en français et, sauf, ou. Donc, pour l'utiliser, vous les mettez en majuscule comme ça, entre deux mots. Peut-être ici, je vais utiliser, par exemple, biology. Biology and cell. Alors, je veux que Scopus me retrouve tous les articles sur Scopus qui contiennent les deux mots ensemble. Donc, ça doit avoir biology and cell, les deux mots. Okay? Si je mets and not, c'est que je veux tous les articles qui contiennent biology, mais pas cell. Si je mets ou, or, je veux dire, c'est que je veux que Scopus me retrouve tous les articles qui contiennent le mot biology ou bien le mot cell. Donc, ça peut être des articles qui contiennent les deux, ou bien biology seul, ou bien cell seul. OK? Maintenant, je mets le and. J'ai combien de documents ici? J'ai plus de 7 millions de documents. Si je mets or, ça doit être plus. C'est 19 millions. Vous voyez la différence? C'est comme ça qu'on utilise les opérateurs booléens pour affiner les résultats de la recherche. Parce que c'est impossible, voilà, c'est 19 millions. Tandis que si je mets and, c'est-à-dire j'oblige Scopus à retrouver les articles qui contiennent seulement les deux mots ensemble. OK? Donc voilà, maintenant j'ai 7 millions. Si je mets plus d'opérateurs et plus de mots-clés, je vais affiner en plus les résultats de ma recherche jusqu'à ce avoir un taux de documents qui seront pratiques à revoir, à analyser, à lire, qui seront plus fiables par rapport à mon sujet de recherche, qui seront plus pertinents. OK? C'est quoi un email institutionnel? C'est un email que vous avez sur le domaine de votre université. C'est-à-dire si votre université, c'est par exemple l'université Constantine III en Algérie. Donc, vous allez avoir un email qui a votre nom, arrobas, université Constantine III.com ou .dz. Donc, c'est voilà le domaine qui, après l'arrobas, c'est le domaine de votre université. Et c'est pourquoi cet email, on l'appelle un email universitaire ou bien un email institutionnel qui est lié au domaine de votre institution. Pour quelle raison on clique sur Remote Access, s'il vous plaît, pour avoir un accès à distance, pour ne pas avoir besoin de connecter à travers l'adresse IP de votre institution, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'être physiquement à l'université, aux bibliothèques de l'université pour connecter, pour avoir connexion et accès sur Scopus et Sciences Direct.
Les revues Elsevier. Les revues Elsevier, c'est une entreprise d'information, d'analyse d'information et aussi un éditeur qui possède plusieurs revues, des milliers et des milliers de revues scientifiques où ces revues publient des articles aussi scientifiques dans les domaines différents, dans les domaines de recherche différents. Donc, c'est pourquoi on dit les revues d'Elsevier. Et ces revues d'Elsevier sont exposées, sont voilà, disponibles sur Sciences Direct. Donc, sur Sciences Direct, vous pouvez trouver, voilà, si on va sur Sciences Direct, la page d'accueil, et moi, je fais le sign-in pour avoir accès. Donc, voilà la page d'accueil. Vous pouvez ici, sur la page d'accueil de Sciences Direct, avoir une idée sur les revues et les livres d'Elsevier. Et voilà, vous pouvez aussi les chercher pour trouver des revues et qui se trouvent sur Sciences Direct. Mais moi, c'est plus évident pour les chercheurs d'utiliser ces barres de recherche pour trouver les revues et les publications les plus pertinents à votre sujet de recherche pour lire les textes complets, pour les utiliser pour avancer votre sujet. OK. Les certificats, voilà, les instructions pour tirer le certificat seront envoyées demain par un mail automatique de Zoom. Donc, et aussi le lien de l'enregistrement. Si vous avez des problèmes pour accéder à distance à travers les étapes que je viens de montrer, s'il vous plaît, envoyez-moi un email sur n.iskander@elsevier.com pour, voilà, je vais l'écrire ici, voilà, sur une nouvelle page. Mon email, c'est n.iskander@elsevier.com. Envoyez-moi, s'il vous plaît, un email avec votre email institutionnel pour que je puisse vous aider pour activer l'accès à distance. Parce qu'il y a des fois le domaine de l'université, par exemple, @uc.dz n'est pas le même domaine donné aux étudiants. Parfois, les étudiants ont, après l'arrobas, edu, c'est-à-dire éducation, edu.uc.dz. Donc, il y a, voilà, edu en plus dans votre domaine, dans votre email institutionnel. Donc, c'est pourquoi il y a des fois l'activation Remote Access sur Sciences Direct vous donne une erreur. S'il vous plaît, pour que je puisse activer tous les sous-domaines, parce que voilà, le EDU ou bien les autres lettres qui peuvent se trouver sur votre email institutionnel, ça veut dire des sous-domaines. Okay? Donc, le domaine principal, c'est par exemple uc.dz. Les sous-domaines, ce sont les domaines qui ajoutent des autres lettres après l'arrobas. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi des emails avec les sous-domaines, avec votre email institutionnel pour que je puisse voilà, ramasser ou bien collecter tous les sous-domaines et les activer les tous à la fois pour que vous puissiez aussi avoir une activation de votre email institutionnel avec votre sous-domaine.
Vous pouvez bien sûr créer un compte avec votre email personnel, mais je vous recommande d'utiliser votre email institutionnel et non pas votre email personnel pour avoir voilà, les fonctionnalités et les points que je viens de mentionner que les emails institutionnels peuvent accéder à distance. Donc, vous pouvez le faire à travers seulement votre email institutionnel, pas à travers votre email personnel. Madame Safa Azaoui, s'il vous plaît, faites les étapes que je viens de démontrer sur le Remote Access, la page d'accueil de Sciences Directes. À la fin de la page, Remote Access, vous mettez votre université Mohammed V et puis votre email institutionnel. Si vous aurez une erreur, c'est que votre email institutionnel contient un sous-domaine. Donc, si vous aurez une erreur, envoyez-moi s'il vous plaît sur mon email que je viens de partager voilà, sur l'écran, n.iskander@elsevier.com pour que je puisse ajouter votre sous-domaine au domaine activé pour l'accès à distance. Sciences Directes contient tous les revues d'Elsevier. Pour pouvoir publier dans une revue d'Elsevier, veuillez aller à journalfinder.com. Ah, pardon. Voilà. journalfinder.elsevier.com. Et sur cette page, vous mettiez le titre de votre recherche, le résumé, les mots-clés, le domaine de la recherche, et puis vous cliquez sur Find Journals. Et sur la page suivante, vous aurez une liste des revues d'Elsevier qui conviennent et qui correspondent à votre sujet de recherche. Et vous aurez aussi des détails sur chaque revue, combien de temps pris pour évaluer votre manuscrit, combien de temps pour publier, quels sont les modèles de publication de chaque revue et ainsi comme ça pour les autres revues sur la liste. Oui, il y aura l'enregistrement envoyé sur votre email que vous avez utilisé pour vous inscrire sur cette formation. Vous allez recevoir un email demain avec l'enregistrement et les détails du certificat. Pour enregistrer les documents trouvés, Madame Lamia Fodil, vous devez premièrement faire le sign-in avec votre compte, créer un compte, faire le sign-in et vous pouvez ensuite sauvegarder votre recherche et les documents que vous avez comme résultat. Je suis Madame Kalthoum. Si vous avez un email institutionnel, s'il vous plaît, envoyez-moi un email sur voilà, n.iskander@elsevier.com